sommes tous à notre niveau, nos secteurs des sportifs de haut niveau, et à un moment donné, tu le sens, tu te dis, tu vas pas faire l'année de trop. Et là, ça va être l'année de trop. Je suis président depuis 8 ans. Je pense qu'on a beaucoup transformé la banque. Je me dis, c'est bien d'avoir une nouvelle énergie pour emmener sur le prochain programme. Avec le temps, c'est difficile à dire, mais tu deviens plus dur parce que c'est bien d'embarquer les gens. Et je pense que tu te rends compte que les gens ont besoin aussi de cette discipline. Évidemment, c'est plus facile de dire, écoutez, on va faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Le regret de ma vie, c'est que j'ai jamais entrepris. Et quand tu vois les entrepreneurs, tu dis, mince, tu pourrais le faire. Est-ce que je pourrais le faire demain? Oui. Est-ce que j'aurai le courage de le faire? J'ai quelques idées, projets en tête, que je peux pas arriver aujourd'hui, je laisse la porte ouverte, mais voilà. Tu sais, quand tu fais des études, tu as des copains qui ont fait des études, et tu te sens, tu es invité, toi, tu es un milieu modeste, et ils ont tous des jolies propriétés, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je me souviens de cette première soirée, je me dis, mais j'en fais partie, mais je suis pas de leur milieu, j'avais pas complètement les codes. Des moments, je l'ai fait ressentir que tu n'étais pas de là? Non, jamais. Jamais. Le roi Charles, on lui a posé des questions, mais comment vous avez appris votre éducation? Il dit, en regardant mes parents. Et ben moi, c'est en regardant les parents de ses amis. Les vrais entrepreneurs, ceux qui ont scalé, vendu ou planté leur boîte, te partagent chaque jour les hauts et les bas de leur parcours, les moments clés de leur aventure. Tu peux tout suivre sur Feuille Blanche Média, sur YouTube ou en podcast sur les chaînes Cash Out, 40 nuances de Next et Planté. La vraie vie des entrepreneurs, c'est sur Feuille Blanche Média et ça se passe ici. Je voulais lancer ce 40 nuances de Next en titrant « C'est l'homme qui valait 25 milliards ». C'est relativement faux. 25 milliards, c'est le montant sous gestion de sa banque. Dijonnais d'origine, il vient à Paris à 24 ans, vient d'un milieu très modeste et va gravir les échelons jusqu'à diriger Neuflize OBC. Chaque semaine, on plonge dans la tête et dans le cœur des plus grands entrepreneurs de France, des patrons de la tech, des médias, de l'industrie. Mais c'est vrai qu'à force de travailler avec les plus grandes banques françaises, via nos médias, notre agent, je me suis toujours demandé quels étaient les doutes, les stratégies, les combats et le quotidien de celles et ceux qui dirigent ces institutions. Donc j'ai mis une question. Si jamais à la fin de la vidéo, vous voyez des questions que je n'ai pas pensé ou pas eu le temps de poser, vous pouvez évidemment les partager en commentaire. On demandera à notre invité d'y répondre après la diffusion. Mon invité, justement, je l'ai dit, il dirige la banque privée Neuflize OBC. Comme beaucoup de dirigeants de banque, sa parole est rare. Laurent Garret, bonjour. Thomas, bonjour. Et merci de bienvenue. ton invitation. Mais c'est un plaisir. Bienvenue dans 40 nuances de Next. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Au menu du jour, si tu veux bien, on va parler concurrence sur le marché Bien des sûr. banques privées, des néobanques peut-être, de l'impact de l'IA, de celui des deepfakes, des fraudes cyber. J'aimerais, comme avec chacun des entrepreneurs qu'on reçoit, comprendre l'homme derrière l'entreprise, revenir sur ton parcours, aborder les décisions courageuses, les claques, les combats que tu as pu mener ou que tu mènes en ce moment. Mais avant ça... si t'es OK, une première question pour comprendre à qui on parle. Je t'ai demandé juste avant de lancer quel était ton mantra. Et en fait, il y a un mantra professionnel, un mantra personnel. Oui. Alors, le mantra professionnel, pour moi, ce que je répète toujours, c'est que étant une banque en plus avec un bilan, les actifs ne sont pas dans le bilan. Les actifs sont vraiment les personnes qui montent l'ascenseur, qui sont dans l'ascenseur tous les matins. Et ça, c'est essentiel. Et quand on parle de ceux et celles qui sont dans l'ascenseur, on parle à la fois évidemment des clients, mais aussi... Mais surtout des collaborateurs et des collaboratrices qui font que la société est performante. J'avais pas prévu d'en parler là, mais la place des femmes au COMEX, c'est pas quelque chose qu'on voit dans toutes les banques. On le voit pas dans toutes les banques et on le voit assez rarement en banque privée, mais c'est vrai que nous avons la chance, le privilège et le plaisir d'avoir 4 femmes aujourd'hui à notre COMEX et 3 hommes. Et mon directeur des ressources humaines a démissionné récemment et pour une nouvelle carrière. Et donc, nous avons nommé une femme. Donc, il y aura bientôt 5 femmes et 2 hommes. Et je pense que c'est important, c'est d'avoir une diversité et une complémentarité. Et ça marche très, très, très bien. Mais toi, tu vas partir, donc ce sera peut-être d'ailleurs 6 femmes et un homme. Potentiellement. On va revenir sur ton départ dans un instant. Ton mantra personnel? Mon mantra personnel, je pense que c'est toujours être curieux. Rester curieux, avancer, et quel que soit l'âge. Et bon, je vais partir, comme tu l'as dit, et je veux rester quand même de manière en activité. Je m'intéresse beaucoup à l'IA parce qu'il faut savoir s'adapter au monde qui est devant nous. Tu sais déjà ce que tu vas faire après?
Oui, mais comme souvent, c'est pas très original. J'ai rééquilibré ma vie privée, vie professionnelle, parce que le professionnel prend beaucoup le pas sur le privé, mais je vois seulement des conseils de surveillance, j'en ai déjà des signés qui permettra justement de rester curieux dans des domaines très différents. À quel moment on sait que c'est le moment de partir? C'est une très bonne question, j'y réfléchi assez longuement. Clairement, tu sais, nous sommes tous à notre niveau, nos secteurs des sportifs de haut niveau, et à un moment donné, tu le sens, tu te dis, tu vas pas faire l'année de trop. Et là, ça va être l'année de trop. Je suis président depuis 8 ans. Je pense qu'on a beaucoup transformé la banque. Je me dis, c'est bien d'avoir une nouvelle énergie pour emmener sur le prochain programme. Je creuse un peu. Ça ressemblerait à quoi l'année de trop? L'année de trop, c'est se dire, j'ai perdu l'énergie que j'ai toujours donnée au maximum pour les clients, pour les équipes, parce qu'il faut les embarquer. Le leadership, c'est aussi... tu sais, je dis souvent, Napoléon qui est sur le pont d'Arcole, il a 200 personnes avec lui, ils le suivent. Certains ne seront pas suivis. Donc c'est important d'avoir cette énergie. On a réussi beaucoup de choses. On a commercialisé notre banque, on a vendu notre siège, on a cédé à Cardiff 9 usines de compagnie. Donc on a vraiment eu beaucoup de paliers de transformation, et la banque privée se transforme en permanence, comme toutes les banques, comme tous les secteurs. Donc je pense que maintenant, il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Nous avons une nouvelle directrice générale aussi au niveau du groupe ABN AMRO. Je me dis, c'est le moment de laisser la place peut-être à des plus jeunes. Il y a toujours des plus jeunes qui arrivent Absolument. après, et heureusement. Ouais. Je disais, tu viens de Dijon, tu m'as partagé le fait de venir d'une famille modeste. Je voudrais qu'on parle méritocratie, mais je voudrais aussi qu'on parle du sentiment d'imposteur qu'on vit peut-être. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais on fait l'avant, l'après, Dijonnais, famille modeste. On est aujourd'hui dirigeant d'une des plus grandes banques privées. Le fil conducteur. Ah, mais c'est plus qu'un fil conducteur. C'est à quel moment tu dis que c'est possible? Parce qu'il y avait des plafonds de verre qu'il a fallu casser. Et à commencer par celui-ci, ce sentiment d'imposteur que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de dirigeants peuvent avoir. Et pas besoin de venir d'une famille modeste. Oui. On a chacun bien sûr. En fait... déjà, c'est vrai que le fait de faire des études, ça a aidé. Je pense que j'ai la chance de le fameux ascenseur social, j'en ai profité. C'est plus compliqué aujourd'hui. C'est certain que si tu as des parents qui ont fait des études, a priori, tu es plus disposé dans un environnement à faire des études. Nous, mes parents, mon frère et moi, nous sommes les premiers à avoir fait des études, donc ça nous a permis d'avancer. J'ai toujours eu la curiosité dont je te parlais tout à l'heure, donc je me suis dit, même si j'ai dit je ne travaille jamais dans une banque et jamais à Paris. T'avais dit ça? Oui, j'avais dit ça. Il faut jamais dire, mais parce que j'avais fait un premier stage dans une banque mutualiste, qui est très bien, hein. Mais le stage était ennuyeux au possible, j'enregistrais les chèques, je me dis, mais c'est pas ça la banque. Donc tu sais, j'avais cette image. Autre mantra, faut jamais dire jamais. Absolument. Donc depuis, je ne dis plus ça. Mais j'avais la curiosité je pense que ça se passe à Paris, donc il faut aller à Paris. J'ai toujours été attiré par la banque privée, ça s'est fait un peu par hasard, je ne sais pas si le temps d'y revenir, mais j'ai toujours dit, j'adore la banque privée parce que c'est très incarné. Quand tu es une société cotée, où généralement le directeur général, tu vois le CFO, le directeur général, qui sont très engagés, mais ce n'est pas leur boîte. Quand tu interroges beaucoup d'entrepreneurs, quand tu vois les entrepreneurs au quotidien, c'est très incarné. Et le travers d'ailleurs, pour être transparent, c'est que j'en vois beaucoup qui ont réussi, je me dis, mais finalement, ils ont tous réussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'échecs avant la réussite, souvent. Je suis obligé, là, de parler de notre format planté. On raconte la montée, puis la chute des entrepreneurs. C'est une autre fin possible. Moi, tu connais Cash Out, on raconte les exits d'entrepreneurs. Mais il ne faut pas oublier cet aspect, malheureusement. Et des fois, ça tient à pas grand-chose. Et le sentiment d'imposture, tu mentionnais, tu l'as forcément un petit peu. Pour être très transparent aussi, je viens d'une banque d'investissement et donc un jour on me dit, tiens, tu vas prendre la direction de la clientèle de l'office d'OBC, 300 personnes. Je dis, mais je connais rien en banque privée, c'était il y a 10 ans. Et j'ai dit, pourquoi moi? Et quand on m'a proposé la direction générale, j'ai dit, pourquoi moi? Donc tu sens le sentiment d'imposture. Puis après, tu te dis, alors c'est peut-être de te dire, pourquoi j'y arriverai pas plus ou moins que les autres? Mais c'est vrai que tu as toujours un petit peu ce sentiment et puis tu t'habitues peu à peu. Mais je me suis toujours dit dans ma carrière, tu vois, si j'avais été
dans une famille qui était plus en contact avec les entrepreneurs, avec le business, je pense qu'il y aurait peut-être des choses que j'aurais fait peut-être un peu plus vite. Mais bon, il faut jamais regretter. De toute façon, après coup, à un moment de sa vie, on se dit toujours, il y a 10 ans, si j'avais su, absolument. On refait malheureusement pas le match. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pose question ou fait débat là, sur votre secteur des banques privées ? Il y a beaucoup de sujets. Un des sujets, c'est la montée en puissance des family office et des CGP. Donc, pour faire très simple, des gens de qualité, bien sûr, souvent des anciens banquiers, et qui utilisent le fait que les clients se plaignent, à juste titre d'ailleurs, souvent d'une hyper-réglementation, d'une lourdeur des banques. Et là, ils arrivent dans des structures qui sont beaucoup plus agiles en disant, vous voyez, avec moi, ce sera plus facile. C'est quoi ? C'est plus facile, ça va plus vite ? Ça va plus vite parce qu'ils sont plus agiles, ils ont moins de contraintes. Il y a peut-être une réglementation qui est encore un peu plus souple, même si aujourd'hui, la réglementation est forte un peu partout. Et donc, tu sais, c'est le principe du voilier et des tankers. Le tanker, il a plus de difficultés à se déplacer, à tourner, là où le voilier peut tourner très rapidement. Et c'est vrai que les clients attendent ça. Après, la réactivité, beaucoup de banques, de la nôtre, mais nous ne sommes pas la seule, bien sûr, montrent une vraie proactivité vis-à-vis des clients. Donc ça, c'est une montée en puissance réelle. On voit des belles réussites, de beaux succès. Donc certains seront peut-être un jour rachetés par des banques, que sais-je. Donc ça, c'est un des enjeux. Un autre enjeu majeur, c'est en toile de fond depuis toujours maintenant, en tout cas de façon très, très marquée depuis une dizaine d'années, c'est la réglementation qui est très lourde, même si le régulateur aujourd'hui essaye aussi d'utiliser l'IA pour accélérer. Et l'IA est un enjeu majeur mais pour tous les secteurs. Toutes les analyses montrent que le secteur financier sera au premier chef touché par l'IA. Donc là, c'est le grand point d'interrogation. Dans un premier temps, c'est l'assistant augmenté, et ça va permettre de simplifier les tâches. Dans un deuxième temps, c'est un grand point d'interrogation, et on voit des choses assez bluffantes aujourd'hui. Les voice bots, c'est bluffant. Il y a des entrepreneurs qui peuvent penser que ChatGPT peut parfois mieux répondre ou répondre plus rapidement qu'un conseiller. J'ai vu d'études qui montraient que 25% des plus jeunes pour l'ingénierie patrimoniale passaient par ChatGPT, ou plutôt Mistral, c'est quand même plus sympathique, c'est français. Merci. Franco-hollandais, mais français surtout, et c'est de très très beau succès. Oui, c'est sûr que c'est une interrogation que l'on a au quotidien, parce qu'on se dit, mais est-ce que les clients vont pas nous dire quelle est votre valeur ajoutée ? Moi, je suis convaincu Là, tu me réponds pas simplement qu'il y a quand même encore des erreurs. Oui, il y a pas la finesse de... Non, mais, et je pense qu'il faut que nous utilisions l'IA pour aider les clients. Certains l'utiliseront évidemment seuls, mais c'est comme un médecin. Tu auras toujours besoin de médecins. Alors, évidemment, l'IA a des résultats. Si tu tapes tes symptômes sur Google ou sur ChatGPT, ça peut se tromper. Exactement. Donc, je pense qu'il y a quand même... Il ne faut pas s'automédiquer. Moi, ce qui m'inquiète avec l'IA, c'est le fait que tu as des jeunes diplômés qui arrivent, qui sont formés techniquement, mais qui n'ont pas l'expérience. L'expérience, tu l'as sur le terrain, et demain, on va leur dire, voilà, il y a l'IA, il faut que tu puisses analyser le prompt. Mais ils n'auront pas l'expérience. Et ça, c'est une vraie inquiétude. L'autre sujet du moment, et depuis quand même maintenant quelques années, c'est la menace cyber. Oui. Pas mal d'attaques informatiques. Alors, c'est peut-être pour le coup l'avantage de banques privées par rapport à des family office ou CGP qui sont moins... Qui ont moins de moyens pour se sécuriser, bien sûr. Ça, c'est un vrai avantage que nous avons. Et on le voit, il y a eu un acteur de place qui a souffert, et par voie de ricochet ou en domino, beaucoup d'acteurs de place ont souffert de son attaque cyber. Oui, c'est au quotidien. On parle de qui ? Ça me gêne c'est Harvest oui, c'est public. C'est public, oui. C'est public. Mais j'aime pas dénigrer, mais là, malheureusement, je suis très prudent parce que je pense que les banques ont vraiment, entre guillemets, une longueur d'avance par rapport à d'autres acteurs sur la sécurité cyber, par rapport aux hôpitaux, par rapport aux services publics, par exemple. Mais il faut être très, très prudent parce que nous avons des attaques. On n'est jamais à l'abri. Tous les jours, c'est inquiétant. En plus des attaques cyber, bien sûr, les fraudes. Ouais. Les fraudes on a beau prévenir les clients en disant ne donnez pas vos codes, ne faites pas ça. C'est assez impressionnant. Tu as la voix qui est imitée, tu retrouves le numéro de téléphone de ta société. Donc tous les jours, il faut être en éveil. S'il y a quelques messages qu'on peut passer là à des entrepreneurs sur les typologies d'attaques auxquelles ils peuvent être confrontés,
Tu peux avoir la fraude au président, ça c'est assez classique, mais ça marche toujours. Tu as le DDoS, c'est-à-dire qu'on t'envoie massivement l'information pour complètement planter ton système. Donc ça, non, pardon, je pensais pas généralement oui. sur des attaques cyber qui peuvent les attaquer, mais liées à la banque et à leur relation avec la banque. C'est-à-dire, pardon. Je suis entrepreneur, Oui. je bosse, j'ai mes avoirs chez vous. Comment vont s'organiser les hackers pour arriver à récupérer notamment mes codes Ils vont essayer de voir s'il y a des failles dans les systèmes. Tu sais, on a des systèmes, on a des QR codes, et donc chaque banque a ses systèmes, et ils regardent s'il y a des failles dans ces systèmes pour réussir à frauder, à faire en sorte de prendre la main sur tes codes. Donc il faut toujours être très prudent et accepter les contre-appels. Donc c'est de plus en plus le cas. Mais c'est vrai qu'en général, on dit vous me cassez les pieds, il faut contre-appel, mais ça permet réellement de voir de voir si c'est bien la personne qui a passé l'ordre. Et le contre-appel pourrait aussi être généré par IA avec, tu le disais, la voix. Donc c'est le risque. C'est le risque. Mais bon, on avance aussi. On a toujours, peut-être malheureusement par rapport aux cyberattaques, on a toujours un peu une longueur de retard. Mais on arrive quand même de plus en plus à trouver des solutions pour faire en sorte que ça se sécurise et puis ça donne la sécurité et la sûreté à nos clients. Le propre d'une banque privée, ça reste la discrétion. Et en même temps, sur un marché concurrentiel, il faut se différencier, se faire remarquer. Comment vous gérez cette schizophrénie ? Alors, tu vois, on s'est émancipé au niveau de FCBC. Pendant des années, c'est une banque qui était extrêmement discrète, d'origine protestante d'ailleurs, extrêmement discrète. Et on s'est rendu compte qu'on en pâtissait un petit peu, parce que d'autres faisaient plus de communication. Donc il faut faire de la communication ciblée sur des réseaux ciblés. On ne va pas aller sur TikTok, hein, bien évidemment, pour prendre un exemple. On sera sur LinkedIn. Et donc trouver des événements qui sont ciblés sur différents secteurs, que ce soit le private equity, que ce soit l'art, enfin peu importe le secteur, pour montrer à quel point on peut être présent. Donc, mais on est obligé de communiquer aujourd'hui. Tu ne peux pas être dans une société où tu ne communiques plus. Qu'est-ce qui différencie une banque privée d'une autre banque privée ? Qu'est-ce qui différencie une banque tout le monde va dire nous sommes les meilleurs en gestion. Donc ça, c'est une chose que je pense que c'est la proximité. C'est la proximité, la longévité de la relation. Les clients apprécient d'avoir un banquier, une banquière qu'ils connaissent depuis un certain temps. Ils n'ont pas envie tous les 3 ans de changer de banquier, de réinventer l'histoire. Donc ils ont besoin de cette proximité. Et avoir comme disent les anglo-saxons, des USP, Unique Selling Points. Pour ce qui nous concerne, on a l'art, on peut financer des œuvres d'art, donc que chacun a quand même quelque chose de particulier. Mais c'est surtout la proximité, la proactivité et le professionnalisme. Qu'est-ce qui fait qu'on perd un client ? Qu'est-ce qui fait qu'on perd un client ? L'incertitude politique que l'on voit aujourd'hui. Donc un client qui peut dire, écoutez, je suis très inquiet, je pars aux États-Unis, ou je pars au Luxembourg, ou je pars, je sais pas, par exemple en Suisse. Donc ça on le voit, il y a beaucoup de clients qui s'interrogent sur la stabilité politique en France, la géopolitique aussi. Donc ça, ou la non-satisfaction de la performance, qui peut arriver aussi. Bon, la chance, tu vas me dire toutes les banques disent la même chose, la chance d'avoir des belles performances. Mais c'est vrai que tu n'es jamais à l'abri d'une contre-performance. Et en général, si la relation est bonne et si tu as vraiment des contacts avec les clients, moi j'aime voir les clients, j'en vois beaucoup, et je leur dis toujours, est-ce que ça va ? Et si vous voulez, faut changer de banquier, on changera de banquier. On veut que la relation soit fluide. Et ça peut être ça aussi, c'est que la relation n'est pas bonne ou que le client n'est pas appelé. Le client apprécie d'être appelé. Et quand on l'appelle, c'est un appel ciblé. C'est pas un appel pour lui vendre, c'est pas la tête de gondole. C'est vraiment un appel ciblé qui lui correspond. Donc bien connaître le client. On va prendre notre DeLorean, si tu as la ref, et prendre direction l'année 2017, le 1er septembre, pour être précis. Ce jour-là, donc tu prends les rênes de la banque. Il se passe quoi dans la tête ? Outre le sentiment d'imposteur, c'est pas pour moi. Je suis ému, très ému. Et je me dis, il va falloir embarquer quand même. J'avais 300 personnes, 350 personnes sous ma responsabilité, j'ai 1000 personnes. Et tu es la tête de gondole, tu vas être visible. Je suis pas preneur pour être très visible, tu vois, ça va te surprendre, mais parfois je suis invité à des cocktails et je dis c'est tellement agréable d'être dans l'ombre, de ne pas être celui qui fait le talk, celui qui va présenter, Et j'adore ce contact. Être dans la salle que sur scène.
J'apprécie d'être sur scène et je veux dire, tu y prends goût au début, tu as l'appréhension. Surtout quand tu gagnes des awards. Oui, ça c'est toujours très, très, très plaisant, bien sûr. Mais c'est toujours pour les équipes. Et tu as la chance d'être la tête de gondole, donc c'est toi qui va recevoir les prix. Mais oui, maintenant, mais naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la lumière. Donc parfois, tu apprécies d'être dans l'ombre. Donc beaucoup d'émotions, et me dire, là, tu as quand même un challenge devant toi parce qu'il y a quand même beaucoup de transformations à apporter. Et bien justement, il me semble qu'on a un message. Vous avez un message. Bonjour Laurent. Alors, la question surprise que je souhaitais te poser est la suivante. Quelle est la première chose que tu as faite lorsque tu as été nommé président du directoire de Neuflize ? On peut rappeler qui est Nicolas Hubert. Oui, Nicolas Hubert, qui est le directeur général de Mileis, quelqu'un qui a fait du beau travail aussi chez Mileis. Et c'est une bonne question. J'ai surtout décidé de vendre la petite clientèle de clients qui avaient moins de 500 000 euros sous gestion. Alors j'ai toujours dit que ces gens sont très respectables et très nobles. C'est pas... Mais on a un modèle aujourd'hui et je voyais l'accélération des besoins de digitalisation, de réglementaire. C'est-à-dire que même un client qui est... Ce que je dis souvent dans le jargon, monsieur et madame Michu ou le dentiste de province où il n'y a aucun sujet, il y a quand même du KYC à faire et donc c'est très très chronophage et la rentabilité n'était pas là. Donc j'ai décidé de vendre cette clientèle, ne connaissant pas bien la banque privée d'ailleurs. Ça représentait un quart de l'activité. Un quart, non pas d'activité, mais un quart des clients. En termes de revenus et d'actifs, c'était pas très élevé. Mais c'était très chronophage. Donc j'ai dit, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc j'ai pris cette décision, ça a fait un petit peu grincer. Mais je pense que bien nous en a appris, parce que depuis, beaucoup de banques ont fait la même chose. Comment tu l'annonces aux clients ? Comment j'annonce aux clients ? Alors, on a appelé les clients. On a essayé de faire au mieux, évidemment. C'est jamais plaisant. Non, c'est jamais sympa de se séparer. Parce que c'est une banque, c'est plus qu'une banque pour certains clients, c'est leur banque. C'est une banque privée, donc c'est un côté club ou un côté famille. Et donc certains ont du mal à comprendre. Alors, je rassure déjà, tous les clients qui ont plus de 80 ans sont restés parce que, question évidemment, mais les clients plus jeunes, voilà. Et ça c'est tout à fait normal. Et donc oui, c'est pas facile. Il y a plus les médias qui interviennent. Comme c'était la première fois que ça arrivait, ils disaient mais que se passe-t-il ? Depuis, d'autres l'ont fait encore une fois parce que c'était une nécessité. Et on a appelé les clients et de façon très surprenante. Alors, il y a quelques clients pas contents, mais quelques clients nous ont dit merci pour toutes ces années, ce qui était une belle reconnaissance. Tu viens d'évoquer les médias qui s'en mêlent. C'est quoi ? Donc là, tu prends les rênes, tempête médiatique. Il y a un ou deux articles qui sont pas très sympathiques en disant mais bon, ça va pas dans cette banque, pourquoi font-ils ça ? Ils voyaient pas la vision que je pouvais avoir, en disant ça va s'accélérer cette réglementation, donc il faut vraiment faire quelque chose. Quand tu vois l'article tomber, les articles tomber, tu te demandes quel impact ça peut avoir sur les clients qui restent ? Où tu te dis, eux, on les a gardés, donc ils vont avoir le sentiment quand même d'encore appartenir à ce club et d'être d'autant plus fiers de le faire. Enfin, c'est plutôt ta deuxième explication. C'est que ces clients se disent, nous, on en fait partie, donc c'est très bien. C'est aussi au niveau des collaborateurs, parce que les collaborateurs étaient hésitants. Aujourd'hui, tu vois, si je devais le faire aujourd'hui, ils me diraient, oui, faisons-le, parce qu'ils ont compris. Tu as fait tes preuves. Et puis, ils ont compris tous les enjeux que ça représentait derrière. À l'époque, c'était quand même beaucoup plus un point d'interrogation. Donc, même les collaborateurs, quand ils ont vu l'article, certains qui devaient être un peu sceptiques, voilà, même les médias s'en mêlent. Mais ça s'est, je pense, globalement très bien passé. Et encore une fois, je me souviens de 3 ou 6 mois après, un des directeurs généraux qui m'appelle, qui me dit, mais comment tu as fait ? On peut en discuter. Donc j'ai été souvent, quand tu es le fer de lance, tu prends des coups. Eh bien, tiens, parlons coups. Comme tous les entrepreneurs qui passent à ce micro, je vais te demander de nous partager une claque que tu as pu prendre, qui a été dure à encaisser, dont on se relève, mais en tout cas qui est riche d'apprentissage. C'est une grande déception sur une personne que j'avais nommée. Et j'aime faire des paris, entre guillemets, et nommer pas forcément les personnes qui ont tout le parcours pour être nommé à cette place-là. J'ai dit, mais cette personne a la volonté. Je pense qu'une personne qui a évidemment la tête bien faite, qui a la volonté de faire, sera mieux qu'une personne qui a fait ça pendant 10 ans et qui n'a plus l'envie. Et j'avais nommé une personne, je préfère pas donner plus de détails, mais j'avais été très, très, très déçu, parce qu'au bout de 2 ans, la personne me dit, je te donne l'ADEME, et je lui dis, écoute, c'est vraiment très décevant, parce qu'on va y arriver, on va réussir, et c'est un marathon. Et là, tu as fait 10 km, et
ça a été une vraie déception. Je ne dirais pas un manque de loyauté, parce que cette personne a changé de métier, toujours dans le domaine de la finance, mais pas dans une banque. Mais j'avais vraiment parié sur elle. Je me disais, on faisait un bon binôme, mais bon. Quand on construit une équipe, c'est... Ouais. Voilà. Depuis, j'ai un exco qui est stable et ça se passe très bien, et tant mieux. Mais si j'en viens sur les conséquences des claques qu'on prend, certains vont avoir une réaction un peu opposée, se dire ok, je ne ferai plus confiance dans cet instinct de faire confiance à des gens, prendre des paris comme tu le disais, et d'autres qui vont se dire bon, ça n'a pas marché, mais mon intuition, et en tout cas mon envie, mon ambition restent les mêmes, et je ne changerai pas pour autant. Et c'est ce qui s'est passé, parce que je me dis, bon, tu peux pas réussir à chaque fois. Tu as l'impression de te dire, je sens les gens. Dans l'investissement, c'est qu'il y a des paris, et voilà, puis des fois... Alors, je joue pas avec les personnes, c'est pas du tout le point, mais je me dis, c'était une vraie déception. Et après, pour moi, c'est une forme de loyauté. La loyauté est très, très importante. Tu vois, je dis toujours, membres de comité exécutif ou d'autres personnes, je dis, mais tu sais, tu dois partir, ou tu veux partir. Il y a plein de raisons. On en parle. Ce que je trouve très désagréable, c'est la personne qui arrive avec sa lettre. Tu travailles pendant 10 ans avec la personne avec sa lettre de mission devant toi. Tu dis, mais on ne peut pas en parler, parce que ça se trouve, c'est fait pour toi. Donc, je ne vais pas te retenir. Si c'est fait pour toi, je peux même peut-être t'aider à réfléchir. Si on reprend les 8 ans là, que tu as passé chez Neuflize OBC, c'est quoi les grands doutes et à quel moment que tu as pu avoir, et je ne connais pas un entrepreneur qui à un moment doute pas. Alors, tu m'as dit, je ne suis pas entrepreneur, bon, tu es dirigeant. Je suis entrepreneur. Voilà, et donc ça n'empêche pas d'avoir des doutes, des sujets à craquer. C'est quoi les doutes en question? Les doutes, ça a été forcément de se dire, toutes les décisions que tu as prises, parce que c'est aussi des paris, est-ce que tu vas vraiment les réussir? Alors évidemment, devant les équipes, tu restes avec le sourire en disant ça va le faire, on va y arriver. Mais forcément, tu doutes, parce que ça n'a jamais été fait, la vente de ces petits clients. Et tu vois, la décision de succursaliser, la décision de vendre... Ça a quel impact, ça? Ça n'a pas eu d'impact, parce que les banquiers et ton serviteur, nous avons appelé tous les clients, enfin, on n'a pas pu appeler tous les clients, mais la grande partie des grands clients, et on leur a expliqué. Et ils ont apprécié, d'ailleurs... Ils apprécient qu'on leur explique presque en amont. Ils se sentent, je dirais, considérés, et à chaque fois, ils te remercient. Donc, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose d'important, que ce soit la vente de Neuflize Vie ou la succursalisation, on a appelé tous ces clients-là. Quel impact? Alors, ça n'a pas eu d'impact, tu le dis, sur les clients, mais pourquoi il y avait un doute dans ce cas-là? Parce que c'est un petit peu l'inconnu. Tu sais, c'est toujours les gens n'aiment pas le changement, n'aiment pas l'incertitude, et là, tu changes, il y a de l'incertitude jusqu'à ce que ça réussisse. Et c'est ça qui est compliqué. Et pour comprendre ce qui change quand tu passes en succursale? Alors, on a essayé de limiter les changements. Enfin, surtout, on change de bilan. C'est-à-dire que moi, j'avais un bilan, on avait 10 milliards de bilan, on passe à 450 milliards. On a l'accès à des fonds propres beaucoup plus importants pour des tailles d'opérations de crédit. Parce qu'on voyait aussi qu'une montée en puissance. Au départ, on faisait des crédits de 3 à 5 millions pour les clients entrepreneurs. Et là, maintenant, on fait des tickets de 50, 100. On ne travaille pas avec les blue chips, tu sais, les sociétés cotées où tu peux faire des tickets de 200, 300 millions. Le groupe, oui, mais nous, en France, non. On travaille surtout avec les PME, un petit peu les ETI. Et donc, c'est le fait de dire on a besoin de le faire pour avoir cette capacité de monter en gamme et monter en puissance, surtout avec nos clients. Oui, donc a priori, il n'y a pas de client que ça pourrait embêter. Non, plus de latitude. Tu sais, ce qui rassure les clients, c'est vraiment... c'est que nous appartenons, pour les auditeurs qui ne savent pas, à un groupe hollandais qui s'appelle ABN AMRO. Donc c'est le tout premier groupe, voire le premier groupe aux Pays-Bas, bancaire. Et les Pays-Bas, c'est un pays qui est AAA, qui a 43% de dette sur PIB, donc c'est un pays très solide. Et beaucoup de clients privés nous ont dit, ça nous rassure. Même si fondamentalement, je ne suis pas du tout inquiet sur la France, hein, mais ça les rassure, Les autres moments de doute qu'il y a pu avoir, les grands questionnements, et après je vais aller sur ceux d'aujourd'hui. À l'époque, les grands... il y a toujours des doutes au quotidien. C'était surtout d'arriver à financer la croissance, arriver à financer les besoins digitales, arriver à financer la réglementation, où sans arrêt, tu te dis, mais on a des objectifs qui sont croissants, et mais comment je vais arriver à réduire mes coûts?
Là où tu te dis, a priori, il n'y a personne qui se cache sous la table, hein, tout le monde bosse, mais tu dois quand même prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu essayes ou qu'est-ce que la banque essaie? Parce que tu l'as dit sur le départ, mais ça n'empêche que tant que tu es en fonction, il faut être aux manettes et il faut avoir le regard sur l'horizon. Qu'est-ce qu'il faut craquer aujourd'hui? Je pense déjà, nous avons la chance d'être un leader. Tu sais, les banques privées, il y a deux types de banques privées. Les banques à réseau, qui sont souvent alimentées par leur réseau. Donc, c'est les grands groupes qui sont BNP, Société Générale et tous les grands groupes cotés en France qui ont des agences. Et puis, ce qu'on appelle les pure players dans notre jargon anglo-saxon, qui sont sans réseau. Et c'est Neuflize BC, c'est UBS, c'est bien sûr Rothschild. Et donc, nous avons la chance d'être des leaders et c'est d'arriver à rester ce leader. Parce que la concurrence est très très forte. Il y a encore il n'y a pas eu tellement de rapprochements. Je pense que ça arrivera. Il y en aura. Il y en aura, oui, parce que quand tu as moins de 10-15 milliards d'actifs aujourd'hui, de par les coûts dont je parle, le coût par client est élevé. Donc, tu penses qu'il y aura des rapprochements sur les grandes banques que tu as évoquées? Non, pas les grandes banques. Non, je parle sur des plus petits acteurs. Où c'est quand même, si tu ne fais que de la c'est des maisons avec un nom, une marque. Bien sûr. Mais si tu ne fais que de la, si tu n'as pas d'activité de fusion-acquisition, d'autres activités, tu fais que de la gestion en banque privée, et quand tu as peu d'actifs, en dessous de 10-15 milliards, la rentabilité est difficile à atteindre. Je reviens sur les banques de réseau versus les banques sans réseau. Oui. On voit assez bien le tunnel. Tu rentres parfois en tant que particulier, puis tu rentres en tant que professionnel dans une de ces banques de réseau. C'est les premiers à t'avoir fait confiance. Ils ont déjà une relation. Donc, très naturellement, tu peux imaginer qu'ils vont rester. Donc, comment on fait quand on n'est pas une banque de réseau pour montrer à des entrepreneurs qui ont été accompagnés qui vont trouver autre chose et les inciter à venir chez vous? Alors, tu vas me dire, c'est une banque, c'est un casino, il faut qu'il y ait Paris, mais c'est pas le cas. mais c'est intéressant parce qu'on a développé un modèle, alors c'est encore un jargon, INI, entreprise entrepreneur, et en fait, ou E en français, et en fait, on a très vite accompagné les entrepreneurs pour le financement personnel. Quand ils veulent se relever, on fait des financements en avance de cash out, on fait des financements. Quand l'entrepreneur n'a pas de liquidité, si tu veux, tu peux lui prêter, tu prends ses titres, le titre de sa holding, ça vaut du virtuel. Et ça, c'est quelque chose que les grandes banques ne font pas forcément. Les grandes banques travaillent beaucoup avec la partie trésorerie de la société. Donc on a cette capacité à faire du crédit. Et c'est plutôt assez unique pour une banque pure player qui n'a pas de réseau. Souvent, les crédits que font les banques privées, pure player, c'est de Lombard. Je vous prête du crédit, vous mettez les actifs, et ça fait gonfler les actifs d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Et les entrepreneurs s'en souviennent parce que c'est les façons de générer les actifs, c'est simple, c'est la prescription. Donc évidemment, c'est les notaires, les avocats, les clients qui nous prescrivent des prospects. C'est la partie M&A. Si tu as certains ont des M&A très développés en fusion-acquisition, c'est la partie crédit. C'est ce sur quoi on travaille beaucoup, et de plus en plus d'avoir des accords aussi avec les family office, les multi-family office ou même la family office. Donc nous on a ce moteur de la fusée, il y en a 4 qui est le crédit qui est très fort. Et donc à la fois les family office sont des concurrents potentiels et des partenaires. Mais on a besoin de travailler avec eux, ils ont besoin de travailler avec nous parce qu'un family office c'est pas une banque. Donc il ne fait pas de crédit, donc il a besoin de travailler avec une banque pour le crédit. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne font pas, ils ont besoin de s'appuyer sur nous. Tu parlais de beaucoup d'anciens banquiers qui montent leur family office, beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des beaux cash-out. Qui travaillent avec les family office, qui souvent, plus le cash-out est élevé, plus c'est du mono-family office. C'est-à-dire qu'ils disent, je vais prendre 2-3 anciens banquiers ou pas, ou mon expert comptable, que sais-je, et ils vont gérer ma fortune. J'ai plus le temps de parler aux banquiers. Donc c'est assez amusant d'ailleurs. Et donc on a besoin de travailler ensemble, bien sûr. Comment on réussit son family office ? Déjà, je pense qu'avant tout, c'est la confiance. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir des clients qui te font confiance, parce que quand c'est des clients que tu connaissais avant et que tu emmènes, si tu es banquier, tu emmènes certains clients, c'est évidemment la confiance. Et la réactivité, la proactivité, le service de qualité, et autant que faire se peut, pas trop cher. Voilà, c'est très simple. Oui, c'est tellement simple, ça se fait en un claquement de doigts, j'imagine bien. Si on
repart dans le passé, on apparaît très rapidement de ton enfance. Qu'est-ce que tu retiens de l'enfant que tu étais et qui a construit l'homme que tu es aujourd'hui? Ce que je retiens, j'ai toujours, je pense, j'ai toujours été attiré par l'autre. Et en règle générale, j'aimais le contact. Bon, j'ai fait beaucoup de sport, de compétition notamment, et l'escrime c'est très individuel, mais du handball, t'es capitaine. J'aimais faire en sorte que les gens bossent ensemble, travaillent ensemble. Alors c'est autour d'un ballon, c'est peut-être plus simple, je sais pas. Et ça m'a poursuivi. Après, avec le temps, c'est difficile à dire, mais c'est dur à dire, tu deviens plus dur. Tu deviens plus dur parce que c'est bien d'embarquer les gens de temps en temps. Et je pense que tu te rends compte que les gens ont besoin aussi de cette discipline. Dureté dans le sens où tu prends des décisions, il faut les appliquer, il faut se discipliner. Et parfois, évidemment, c'est plus facile de dire, écoutez, on va faire en sorte que tout le monde soit d'accord. Mais c'est pas possible. Tu peux jamais faire. Si tu veux le en même temps, en fait, personne n'est content. Donc, pardon, c'était pas un message politique. Non, mais c'est dire, essayer de satisfaire tout le monde, et on le voit malheureusement avec notre Premier ministre actuel, ça va être compliqué de plaire à droite et à gauche. Mais j'espère qu'il y arrivera pour l'intérêt de la France, dans l'intérêt de la France. Mais, et ça, c'est quelque chose qui, tu apprends à te durcir en disant, mais en fait, les gens demandent de la direction. Et les gens, tu vois, le management trop comment dire, dans la sympathie, ça marche pas. Il faut de l'empathie, bien sûr, mais ici aussi, il faut des guidance, il faut que tu suives une direction et tu l'appliques et tu disciplines. Et ça, c'est ce que tu apprends aussi avec la responsabilité. Tu sens que tu es dur. Non, dur, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, tu es plus exigeant, et puis en fait, il y a des choses que tu dois faire, tu dois le faire. Et puis, je dis pas de temps en temps, et c'est pas du tout péjoratif dans mes mots, et je pense que les équipes le savent bien, c'est t'es quitte really vite si vraiment t'es pas d'accord. En France, tu as toujours la liberté de choisir, de dire, écoute, je suis pas d'accord, je m'en vais. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que le salaire, tu es au chômage, ce que tu veux. Mais il y a des moments, et moi le premier. Alors après, il faut savoir faire la part des choses entre je crois et puis j'avale des couleuvres. Si la personne se dit j'avale trop de couleuvres, je suis pas d'accord, autant que personne parte. Il y a des moments où tu as pris une décision que tu as regrettée ensuite. Est-ce que j'ai... Parce que à un moment, tu dis faut trancher, et c'est important de trancher, il faut décider, sinon tu stagnes. Parfois, c'est dans la bonne direction, et parfois... Il y a toujours des... globalement, non, mais oui, il y a forcément des décisions, j'en ai pas en tête à l'instant, mais il y a forcément des décisions, tu te dis, bon, voilà, c'est entre guillemets une demande du groupe, l'instruction, tu le fais, voilà. Est-ce que je serais complètement d'accord à 100% ? On n'est jamais d'accord toujours à 100%. Mais ton rôle de manager, c'est aussi de tenir la position. Écoutez, c'est une décision qui a été prise, si tu es là, c'est pour l'appliquer. C'est marrant que tu me parles de dureté, parce que j'ai cette question qui t'est posée. Vous avez un message. Salut Laurent, c'est Clément. Écoute, moi j'avais une question pour toi. Ça fait longtemps que je te connais. S'il y a quelque chose qui te caractérise, c'est le sourire. C'est la capacité à être serein face à toute situation. Et je voulais que tu nous partages un peu ton secret. Comment fais-tu pour être toujours positif et garder ton sourire ? Allez, salut. Clément Bouise. Oui. Investisseur. Investisseur et un super golfeur. Il a un drive impressionnant. Pour la petite histoire. Il va être content, mais c'est vrai qu'il... oui, non, mais c'est... Alors, tu parles d'enfance, et c'est vrai que je me faisais la réflexion, mais il y a un certain temps, déjà, je me dis, quand je vois quelqu'un dans la rue, je le vois, ça me fait sourire. Pourquoi ? Enfin, quelqu'un que je connais. Ouais. Tu vois, c'est pas... Je vois la personne, tout de suite, je sais pas, c'est une chance. C'est une chance d'être comme ça. Le fait d'être positif, c'est parce que... Oui, c'est pas un masque. Non, mais je suis... Et je te promets, je me force pas. Et on m'a posé déjà la question, je dis, mais écoute, je vois quelqu'un que je connais dans la rue à 5 mètres, je souris. Pourquoi ? Et voilà, mais c'est peut-être un rictus, je ne sais rien, mais en tout cas, c'est sincère. Et puis, le fait d'être positif, parce que je veux dire, la vie est courte ou la vie est belle. Enfin, c'est, comme je dis souvent, c'est qu'un job. Alors, encore une fois, ce sont des mots, c'est toujours plus facile à dire, mais c'est vrai que c'est qu'un job, tu as toujours quand même la liberté, il y a quand même des choses bien plus graves dans la vie. Donc, parce que si tu es négatif, de toute façon, ça ne sert à rien. Je dis souvent, tu veux faire aboutir quelque chose, tu es extrêmement dur, désagréable, comme certains peuvent l'être. Oui, la personne va le faire. Mais après, elle ne le fera plus. Si tu fais sourire et tu demandes les choses, la personne refera derrière pour toi. Et je dis souvent, quand tu fais
as des équipes, tu interviens. Si tu as une note d'humour en plus, tu embarques les gens. Voilà, c'est ma nature. Ce que j'ai remarqué aussi, parce on a souvent été amené à se croiser, et c'est pas toujours le cas, tu prends toujours le temps de passer dire bonjour, alors qu'on imagine que ton temps est relativement contraint, avec ce sourire que je reconnais, et donc la question ne m'étonnait pas tout à fait. Ce matin, je me suis fait une autre réflexion quand tu es arrivé dans les studios, c'est que tu es passé dire bonjour, alors ça va, on n'est pas encore 150, mais tu es passé saluer, serrer la main à chaque membre de l'équipe. La dernière personne qui est passée chez nous qui a fait ça, c'est le patron de la Poste. Philippe Val. Et j'étais relativement étonné. Je me suis demandé si c'est pas ce qui caractérisait parfois des vrais grands patrons. Alors, tu sais que je connais, tu sais peut-être pas, mais je connais bien Philippe parce que j'ai travaillé avec lui pendant 1 an. Ok, non. Et je trouvais, il faisait ça et c'est vrai que il le fait naturellement. Et moi, c'est oui, pareil, ça n'a pas l'air forcé. Philippe, c'est pareil. Ouais. De mémoire, et peut-être que me trompais-je, mais il vient aussi d'un milieu plutôt assez modeste. Et en fait, tu parles aux gens. Si tu aimes les gens, tu parles aux gens. Et donc, c'est normal que ça soit la personne à la réception jusqu'au Premier ministre. Ça reste un humain. Hein. Il prend une douche tous les matins comme toi et moi. Hein. Et il déjeune 2 fois par jour. Enfin, il déjeune ou dîne 1 fois par jour. Et je me dis, les gens méritent du respect. Et c'est pas politique, parce que je n'ai aucun intérêt, comme Philippe n'a aucun intérêt. Et Philippe faisait quelque chose, et ça, pour le coup, je l'ai emprunté de lui. Je trouve ça, mais c'est une évidence. Et c'est qu'il faisait ce qu'on appelle le walk the floor. Et donc régulièrement, je vais voir les équipes parce que déjà, j'aime ça ressource. Ça permet aussi d'entendre s'il y a des doléances, de les entendre en direct. Plutôt, tu sais, quand tu as 1, 2, 3 strates, à la fin, il ne te reste plus que 10%. C'est déformé parfois, oui. Voilà. Et ça fait du bien. Et alors, la petite chose, c'est que je le fais plusieurs fois, mais je le fais systématiquement après les vacances de fin d'année et après les vacances d'été. C'est l'habitude. Puis après, je dis aux équipes, je dis, vous savez, je le fais parce que en plus, vous êtes de bonne humeur. C'est plus facile. Voilà. Les doléances sont demandées plus gentiment. Mais c'est important. C'est vraiment important d'être au contact des gens. Enfin, encore une fois, comme je te dis, les actifs, ils montent l'ascenseur tous les matins. Il y a d'autres choses que tu as empruntées à d'autres comme ça, que tu as pu observer, où tu te dis, ah oui, ça c'est... oui, forcément. J'ai pas d'autres idées en tête, mais oui, forcément. Et puis, essayer d'être curieux, c'est essayer de se réinventer, d'essayer de trouver des idées un peu originales qui peuvent plaire. Tu dis, tiens, qu'est-ce qui peut donner de la motivation aux gens? C'est des petits gestes, mais des petits gestes d'attention. Il ne faut pas que ça soit du fake. Hein. Des petits gestes d'attention. Tu as toujours des moyens de trouver des petites solutions. Je n'ai pas immédiatement en tête, mais qui permettent de... Moi, j'aime bien, par exemple, de temps en temps, là, encore ce matin, j'ai dit, tiens, les équipes, souvent, on se fait un petit déjeuner, un thé, un croissant, et puis on se fait un tour de table. Moi, j'aime bien, les gens aiment bien, et ils ont l'impression de... la porte est toujours ouverte. Hein. Et ça, c'est pour la meilleure osmose de ce que les gens disent, c'est qu'il y a une bonne ambiance dans la banque, parce qu'on se parle. On se parle. J'essaie de faire en sorte que la hiérarchie soit le plus flat possible. Est-ce qu'à l'inverse, après peut-être inspirer d'autres, tu as des pratiques dont tu penses qu'elles en inspirent certains et les incitent à être reproduites, pardon. Oui, c'est ce qu'on me dit. Par exemple, ma façon de fonctionner, je pense que beaucoup de managers apprécient. Oui, et tu vois, quand j'ai annoncé mon départ aux équipes, j'étais surpris parce que personne m'envoie des messages à qui j'ai parlé une fois, mais me voit presque comme un mentor. Je lui dis, tiens, c'est sincère. Je lui dis, voilà, je ne pensais pas avoir tel impact sur ces gens-là. Donc, ce que tu es au quotidien, ce que tu montes au quotidien, en fait, ça a beaucoup plus de poids qu'on peut imaginer. Alors, évidemment, si tu es directeur général, ça a plus de poids que si tu es au bas de l'échelle. Mais oui, je pense qu'il y a mais surtout le fait je dis aux équipes, essayez de la sérénité. Soyez serein, ça veut dire sourire, mais pas forcément, il ne faut pas être béat non plus. Mais de la sérénité, ça permet quand même de prendre du recul, d'essayer d'avoir cette vue hélicoptère tout le temps. Et pourtant, dans un monde des fois qui va vite, avec beaucoup d'incertitudes, la sérénité, ça se travaille. Oui, tu sais, j'essaie de... Je ne le fais pas assez, mais de temps en temps, je prends une après-midi, je me balade dans Paris. Alors, malheureusement, très sincèrement, je n'ai pas fait depuis un certain moment. mais quand tu le fais, tu te dis, bon, y a des gens qui sont dans la rue, et tu relativises ton quotidien, tes problèmes, et ça te permet d'ouvrir l'esprit sur d'autres choses. On n'a pas le temps de penser. Aujourd'hui,
le côté plaisant de... Alors évidemment, j'aurais certainement des contre-coups, parce que le trop plein, le trop vide, une fois que tu arrêtes une activité qui est très très riche et des superbes rencontres de clients et de collaborateurs et de collaboratrices, mais tu te dis, ça te permet d'ouvrir les chakras, de dire tiens, tu peux penser à d'autres choses. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on a reçus qui nous parlent de la marche pour prendre des décisions. Oui. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent parce que tu as ce temps de penser, ou est-ce que simplement c'est un off qui te permet d'être plus serein? Ce que je fais, et depuis un certain temps, Merci. Ce que je fais, c'est que parfois tu vois l'information tombe, tu dis, ouf, tu sais quoi, tu l'as lu, tu la poses, tu prends du recul. Puis pas répondre immédiatement, la nuit passe, et c'est étonnant comme le cerveau est bien fait, parce qu'il doit y avoir des capteurs qui te donnent d'autres informations. Finalement, tu trouves ce que tu penses être la bonne réponse ou la bonne action en te donnant un peu de temps. Qu'aurait pas été la même que si tu avais répondu à chaud. Tu réponds à chaud et tu as même plus d'éléments de réponse, plus de réflexion. Et donc, je le fais assez souvent, ça. Je me dis, bon, ok, j'ai pris l'information, c'est bien, on va pas s'énerver non plus. Et puis, oui, il faut faire telle et telle action, et tu réfléchis, tu sais, c'est dans la nuit, c'est le week-end, et puis par miracle, peut-être. Mais je pense que le cerveau est bien fait, et ça devient une évidence, ce qui n'est pas une évidence au départ. Dans un monde où on est habitué à répondre du tac au tac, avoir l'information en instantané, des notifications, faut accepter, à t'entendre, de dire pause. Les gens vont attendre 24, 48 heures, 72 heures. Et certes, j'aurais pas peut-être répondu à la demande ou à l'information tout de suite, mais au moins, j'y répondrai mieux. Et elle sera réfléchie. Alors en revanche, ce que je fais, c'est que, et les gens attendent ça, parce que si tu envoies l'information et tu réponds 3 jours après, qu'est-ce qui se passe? Donc moi je dis, c'est noté, ou merci. Comme ça, ils ont vu que j'avais vu, et après... Et je vous reviens. Et mais systématiquement, merci, je vous reviens à tous les mails. Et les mails où tu es vraiment destinataire, parce que tu sais, parfois tes copies de beaucoup de mails pour que c'est plus de poids parce que tu es directeur général ou parce qu'ils veulent te mettre... Oui, tu n'as pas mis un message automatique, non, je vous reviens. Non, je regarde rapidement, et comme ça les gens savent que je l'ai vu. Et les clients, d'ailleurs, je me souviens d'une banquière qui s'était fait remercier par un client. Il dit, mais ne réponds pas. Et je lui dis, mais réponds, dis simplement, c'est bien noté, j'ai pris le point. Comme ça, si tu n'as pas de réponse pendant une semaine, il dit, bon, elle ne l'a pas vu. Évidemment, c'est une certaine discipline, mais il faut le faire. Et comme ça donne un peu de temps, tu achètes un peu de temps pour répondre. Voilà, c'est une petite... je note, je prends. C'est comme ça qu'on apprend, nous, hein, on reçoit... c'est un peu contraignant, mais mets-toi à la place de l'autre personne qui t'envoie un mail, il n'y a aucune réponse. Il n'y a rien de plus énervant que ça. Ouais. Oui, parce que des fois, c'est toi qui es de l'autre côté du mail. Et, il y a, alors je vois le temps qui file, Laurent. Il y a pas mal de rubriques incontournables dans 40 nuances de Next, dont celle. Elles sont toutes incontournables. Demain, mon cher Laurent, je te donne les clés du pays. Oui. Tu peux faire une chose, une mesure, une annonce, un discours. Oui. À quoi a-t-on droit? Je peux en faire 2. Écoute, c'est toi le président. Déjà, je remettrai un cours d'éducation civique, quelque chose où il y a plus de respect. Il n'y a plus aucun respect aujourd'hui. Plus aucun respect, les gens ne se parlent plus. Et moi, ça me choque. Enfin, peut-être, on a été élevé, on apprenait à dire bonjour monsieur, bonjour madame, et c'est bête, mais c'est rien que ça. Et simplement, tu ne peux plus parler. Et les gens ne respectent plus. Sur tous les sujets. Sur tous les sujets, en voiture, personne qui... On a tous vécu ça, tu te fais une queue de poisson, failli avoir un accident, tu klaxonnes et tu as le droit à certains gestes. Et c'est toi qui le fais. Ouais. Alors que la personne ne dit pas « je suis désolé ». Et donc ça, pour moi, c'est primordial de redonner du sens civique, que les gens se parlent, les gens se respectent. Et d'un point de vue économique, je suis atterré de la méconnaissance, y compris au niveau des politiques, de la méconnaissance économique. Je pense qu'il est urgent de réduire les strates de l'État. Donc, soit les départements, soit les régions. Les petites communes qui n'ont pas les moyens, tu les mets en agglomération. Tu enlèves 2-3 strates. Déjà, ça fera des économies, ça soulagera, ça donnera plus de fluidité dans le fonctionnement. Mais ça, c'est urgentissime.
Je reviens sur le manque de connaissances économiques. Vous avez des discussions avec les politiques pour faire entendre, donner de la nuance, de l'équilibre, au moins à l'image de on se respecte tous, de dire voilà aussi de notre point de vue. Alors, les grands groupes bancaires que j'ai cités tout à l'heure, évidemment, ont des réunions très régulières avec Bercy, avec les instances politiques. Les banques Mais ce n'est pas privées, tous les politiques, déjà. Ce n'est pas tous les politiques, c'est plutôt le gouvernement. Ouais. Et en revanche, les banques privées on est plutôt regroupés, notamment, alors il y a la SBF pour les très grandes banques, dont nous faisons partie aussi, bien sûr, et l'OCBF qui est plutôt plus pour les petites banques privées, où c'est un moyen de faire du lobby intelligent pour essayer d'accompagner. Tu dis lobby, alors évidemment, celles et ceux qui nous suivent sont des entrepreneurs, et ce mot leur fait peut-être pas peur. Tu as beaucoup de gens que ça énerve par principe aussi. Alors qu'il y a des lobbies sur tous les sujets. On essaie de faire valoir ce qui est de notre bon droit et l'intérêt de décisions, de mesures, de réglementations qui ont été mises en place. Et nous, en France, en plus, on a tendance à réguler encore plus que la régulation européenne sur certains sujets. Et ça, on en souffre. Ça, on en souffre énormément, mais on n'est pas forcément très audible. Ce qui est intéressant, parce qu'il y a la défense de ses propres intérêts en tant que banque, et derrière, il y a aussi la défense de ses clients et du pays. Donc, typiquement, quand vous défendez des sujets comme ça, c'est quelle incidence pour le pays, pour l'économie, pour l'emploi, de ne pas être écouté? C'est quelque part, ceux qui en pâtissent en bout de chaîne sont les clients. Ce sont les clients qui pâtissent parce que une hyper-réglementation fait qu'on peut faire beaucoup moins de choses avec nos clients. Tu vois, par exemple, on te dit difficile de travailler en Afrique parce que beaucoup de pays avec de la corruption. Et donc, le secteur des banques françaises ont tendance à être moins présentes en Afrique. Donc, les grands groupes qui veulent travailler avec des sociétés africaines disent mais je ne peux pas travailler avec les banques françaises, et a fortiori, ou banques européennes. Et a fortiori, aujourd'hui, avec la géopolitique, on se dit on aimerait quand même plutôt travailler avec des banques françaises ou européennes qu'avec des banques américaines. Et tout est lié, tout est lié. Donc, on se tire un peu une balle dans le pied. Donc, pour les clients, c'est pas pour nous en tant que tel pour gagner plus d'argent, que sais-je. Simplement, c'est parce que c'est du bon sens du point de vue économique. Mais c'est compliqué. Nous ne sommes pas très audibles. Je pense que de toute façon, en général, le secteur financier n'est jamais très populaire. Je vais te chercher là-dessus parce que ça a beaucoup fait l'actualité encore un peu aujourd'hui. On parle beaucoup de l'attaque Zuckman. Il y a des patrons de la tech qui se sont soulevés contre, d'autres qui ont dit pas de problème. Souvent c'est un peu entre les deux. Tu peux entendre aussi que certains citoyens ne comprennent pas pourquoi il y a une vraie inégalité fiscale arrivée à un certain niveau. Alors oui, on peut l'entendre. Là, je vais refléter ce que nous disent nos clients, et puis je te donnerai bien sûr mon point de vue. Je pense que déjà, je répète ce que beaucoup de gens disent, on sait que 50% des gens ne payent pas d'impôts, 10% payent 90%, donc l'inégalité fiscale, elle n'est pas vraiment là. Après, on parle des hyper riches. C'est assez peu compréhensible parce que la différence entre le patrimoine et la liquidité que tu peux avoir, le cash que tu peux avoir est quand même assez différente. On se souvient de discussions sur Arthur Mensch, sur Mistral. Donc, que céder des actions à l'État, c'est pas du tout la même philosophie. Donc ça, je pense pas que ce soit intelligent. Après, j'entends un certain nombre de clients qui me disent pourquoi pas être solidaire. Alors déjà, ça serait bien que les gens disent merci parce que c'est comme ton argent. Hein. Mais bon, ça, c'est le côté sens civique. Mais au-delà de ça, je pense que certains clients sont OK, mais en disant je veux que ça soit pour des investissements de défense, de santé, de sécurité. Pas pour désendetter un pays qui a été mal géré pendant 50 ans, depuis on est en déficit budgétaire depuis 50 ans. Et ça passe pas. Mais si en revanche c'était vous allez contribuer pour réarmer la France, pour la sécurité, pour la santé, pour l'école, je pense que beaucoup d'entrepreneurs... Ah bah absolument. Ça passe mieux. Tu parles des entrepreneurs que tu côtoies au quotidien et depuis des années. Qu'est-ce qui te bluffe le plus? Est-ce que tu as une anecdote ou un profil d'entrepreneur qui t'a particulièrement retourné ou questionné? Ce qui me veut le plus, c'est leur enthousiasme
Et on sait que, parce que, comme je disais, je ne suis qu'intrapreneur, et si ça se passe bien sur un mois, ou pas bien, pardon, j'ai mon salaire à la fin du mois. Une entreprise, souvent, ils ne se payent pas beaucoup, ou peu, ou pas du tout, parfois, au début. Et donc, ils gardent un enthousiasme à recréer. Alors, créer une société en France, ce n'est pas trop compliqué. Après, il faut la faire grandir. Et même rebondir. En général, il y a comme la vision du kidam moyen qui est jamais aussi positive. Mais je trouve que c'est vraiment regarder cet enthousiasme, cette curiosité et arriver à comprendre aussi quand il faut céder. Pas uniquement pour le cash-out, pour le cash, mais dire, bon, maintenant, il faut que quelqu'un d'autre prenne les rênes parce que ça prend une tournure, je ne sais pas faire. Et ce n'est pas toujours facile. Non, on a quelques entrepreneurs qui sont venus partager ce moment où eux aussi, à un moment, ils ont dit « je ne ferai pas l'année de trop et j'arrive à mon niveau de compétence ». Et parfois, quand c'est des entreprises familiales, là, c'est aussi la transmission. Donc ça c'est un autre sujet. Un entrepreneur qui m'a impressionné, malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps. Et c'est un garçon qui m'expliquait que son père, en région parisienne, était agriculteur. Et il dit, il y a des détritus partout. Il dit au maire, je vais m'occuper des déchets. Puis là, le tracteur est devenu un camion, deux camions, trois. Et après, c'était le leader et son fils donc, a repris la société. C'est une histoire extraordinaire. Donc on a évidemment les entrepreneurs qui sont Bac plus 10 et qui ont la formation qui va bien pour créer Mistral. Et puis c'est ce genre d'entrepreneur qui et alors vraiment, pardon l'expression, mais c'est au cul du camion en permanence et très proche de ces hommes et c'est devenu un leader en France. Moi, ça me fait penser à Pierre Belon, Sodexo. Pareil, il était aux manettes du camion pendant des années au début. Exactement. On arrive sur la fin de cette émission. Laurent, tu arrives sur la fin de ta carrière chez Neuflize OBC et la question c'est quelle suite Tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, mais j'aimerais aussi que tu répondes à cette question. Vous avez un message. Oui, bonsoir mon frère. Une petite question surprise. Après avoir passé autant d'années dans une banque prestigieuse, à côtoyer des chefs d'entreprise, des fondateurs d'entreprise, des fondateurs de start-up à succès, est-ce que tu n'as pas eu envie un jour de sauter le pas et de faire la même chose, créer une entreprise ou voir reprendre un club de rugby avec ton frère pour le diriger? Voilà. Merci. Alors, je suis très sensible, mais tu as les yeux humides. Ouais. Non, ça m'émeut toujours parce que on est partis de rien tous les deux. Pardon. Mais en fait, t'es pas le premier qui a les larmes aux yeux et moi aussi à ce micro. Et ça rappelle qu'on est tous des humains. Absolument. Et ça rappelle qu'on a tous des combats intérieurs et qu'arriver à plusieurs moments de la vie, et ça, tu as raison. Il y a des choses qui remontent. Et ce qui remonte, c'est que vous êtes partis de rien tous les deux. Exactement. Et on est partis de rien. Et comme je dis, on a fait des études tous les deux. Mon frère, en fait, pose la question parce que c'est un entrepreneur. Il a créé sa société, il l'a introduit en bourse, il a vendu des business angels et là, il a une société de PE. Là aussi, il est dans une phase où il se dit maintenant, je vais aussi profiter un peu plus de la vie. Il fait beaucoup d'investissements. Il a notamment un investissement qui est, je vais révéler, dans un golf. Et c'est peut-être pas le plus rentable demain, mais c'est l'investissement où il a le plus de plaisir parce qu'en fait, il voit des gens qui sont heureux. Et donc, on a parlé souvent et c'est vrai que c'est le regret de ma vie, c'est que j'ai jamais entrepris. Et quand tu vois les entrepreneurs, tu dis mince, tu pourrais le faire. Est-ce que je pourrais le faire demain? Oui. Est-ce que j'aurai le courage de le faire? J'ai quelques idées, projets en tête que je peux pas révéler aujourd'hui, mais sincèrement, je pense que bon là, comme je te dis, je serai pris par des conseils et ça me permettra de rester très curieux. Et après, on verra. Je laisse la porte ouverte, mais voilà. T'as beaucoup d'entrepreneurs. Moi, ça me fait penser à ceux qui ont cash out, qui se retrouvent du jour au lendemain. Alors oui, avec quelques petites activités, mais avec pour le coup la feuille blanche devant eux. Certains qui disent j'ai finalement choisi trop vite, décidé trop vite de repartir sur quelque chose pour combler le vide, et qui te disent si tu peux prendre le temps, prends le temps. Et en même temps, à prendre le temps, on voit des trains passer. C'est vrai. Mais c'est l'un des membres de la direction générale d'Aben Amro qui a mon âge, mais lui est parti il y a 4 ans. Et je suis resté proche de lui. Il me dit, mais tu sais, Laurent, trop plein, trop vide. Donc lui est parti en novembre 2021. Il a évidemment débordé, y compris le week-end. Et puis du jour au lendemain, plus rien. Et donc il s'est donné le temps. Et pour la petite histoire, il est allé une semaine s'enfermer. Alors il n'est pas pratiquement
il n'est pas religieux, hein, mais il est allé dans un monastère, il s'est dit, mais je ne peux pas parler pendant une semaine, ça va être compliqué. Il me dit, ça fait le plus grand bien. Il me dit, je sais ce que je ne ferai plus. Donc, travailler dans une banque, même un conseil dans une banque, parce qu'il avait l'overdose quelque part de ses activités bancaires. Et donc, j'ai retenu la leçon en me disant, tu ne peux pas t'arrêter complètement, parce que, et mon épouse ne me voit pas m'arrêter complètement. Elle me dit, tu vas comme un lion en cage. Mais j'ai déjà accepté 2 conseils. Je pense que ça me permet de garder un pied. Puis après, comme j'ai dit, chaque fois encore hier, on m'a proposé de possibilité de travailler sur certains sujets, je dis, je laisse la porte ouverte, on verra. Donc, est-ce que ça sera de l'entrepreneuriat? Peut-être, mais pas de façon certaine. Il est possible que quelqu'un qui t'envoie un mail dans quelques mois ne reçoive pas un merci bien noté parce que tu seras dans le monastère. Mais tu sais, parfois tu dis pourquoi pas. Est-ce que tu as le temps, toi, nous, de te dire pendant une semaine, je suis seul et je réfléchis. C'est peut-être beaucoup, une semaine sans parler et tout seul, mais en tout cas, lui, ça lui a fait du bien. Il faut peut-être ça pour vraiment se poser en disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie demain. Et aujourd'hui, il est très, très épanoui. Il aide des start-upers, d'ailleurs. Et ça, c'est très sympa parce qu'il y a cette dynamique qui est top. On va se dire qu'on a le temps. Oui. Je te propose la rubrique première fois ou dernière fois. Je t'envoie des mots comme ça à la volée. Oui. Tu me partages ce que ça t'évoque. Ton premier apprentissage? Mon premier apprentissage, ça a été d'être surveillant à Cluny, à l'école des Gazards. Et donc, c'était assez amusant. J'avais 18 ans et j'avais des jeunes, j'avais un dortoir et j'avais des jeunes qui redoublaient, qui avaient 19 ans, dont un barbu qui me dépassait d'une tête et tu lui dis bon maintenant tu vas te coucher. Donc ça c'était un peu, mais bon ça marchait parce que j'arrivais avec de l'humour en disant, bon, tu vois. Mais c'était assez étonnant parce qu'il y en a quelques-uns qui avaient mon âge, qui étaient trapus et puis j'étais censé être l'autorité. Donc ça apprend. Et c'est ce jour-là où tu t'es dit il n'y a plus d'autorité, sauf avec un peu d'humour voilà. et de sourire. Exactement. Et en même temps un peu de dureté. Exactement. Un mélange des deux. Le premier renoncement. Le premier renoncement, alors c'est peut-être professionnel. On m'a proposé d'aller au Japon pour Deutsche Bank à l'époque et j'étais assez attiré en me disant c'est génial, c'est la première expatriation. Puis t'as vu Lost in Translation? C'est pas ça, mais c'est bon. Il y avait finalement j'ai dit non, ma femme ne le voyait pas non plus. Enfin, je lui dis c'est quand même très loin. Tu pars 4, c'est un changement de vie, oui. C'est un changement de vie. Les parents sont assez âgés, donc finalement on a décidé de pas y aller. C'est un petit peu un regret parce que je me dis c'est comme une culture tellement différente. Et j'ai connu que le Japon en termes de business, jamais visité. D'ailleurs c'est un des voyages que je ferai prochainement, je pense. Et donc finalement j'ai atterri au siège de Deutsche Bank à Francfort, qui est intéressant professionnellement, mais c'est Francfort. Premier coup de culot. Premier coup de culot, dans le domaine professionnel, il y avait 2 banques dont on rêvait quand j'ai commencé à bosser, il y a quelques années quand même. C'était Paribas et Indes Suez. Indes Suez, c'était les stratèges de l'argent. Ça, peut-être que ça ne te parle pas quand il y a la privatisation avec Catherine Deneuve. D'ailleurs, j'ai tourné, j'étais un des figurants sur ces publicités. C'est la seule intro en bourse privatisation qui a planté. Donc, je m'étais endetté fortement avec un garçon dont la famille avait une banque. Il me dit, mais t'inquiète pas, on va prendre... C'est garanti. Mais, je crois, très sincèrement, je crois que de mémoire, c'était 500 000 francs, c'était 100 000 euros. J'étais payé, tu vois, 2 000 euros par mois. Quoi. Ouais. Je lui mettais, mais t'inquiète pas, on va acheter ça, tu vas voir. Et derrière, on va vendre dans 2 jours, tu vas faire 10 000 euros, enfin, 10 000 francs, peu importe. Et donc, évidemment, ça a planté. Lui, il a pu tenir. J'ai dit, moi, au bout de 2 jours, j'ai déjà perdu 2 mois de salaire. Donc, je me suis dit, bon, le trading, c'est comme ça s'apprend. Ça s'apprend, ça peut être compliqué. Donc voilà. Premier big mistake, grosse connerie. Big mistake, c'est. On en fait tous. Oui, j'essaie la plus grosse erreur que j'ai pu faire. Non, des maladresses peut-être parfois. J'ai pas souvenir d'une situation où je me dis ouh là là, t'es vraiment très 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 mal. Mais c'est ah si, pardon. Oui, bah, tu vas me dire c'est toujours professionnel, mais j'ai été trader finalement. J'étais trader sur les swaps. Alors je sais pas si les gens connaissent. C'est des échanges de taux. Et je fais ce qu'on appelle du market making. Donc, j'ai des prix et c'était en Deutsche Mark il y a 10 ans et je me trompe de sens. Et là, la banque, et je me souviens, le soir, je vais jouer au tennis avec un de mes collaborateurs. Il me dit, mais ça va pas. Je dis, non, je crois que je vais te virer demain.
Puis en fait, mon patron était intelligent, il m'a dit écoute Laurent, on a tous fait notre erreur, tu l'as faite. Ça nous a Tu la coûté referas peu pas. d'argent, et je l'ai plus refait depuis. Tu m'étonnes. Ah si, je me souviens, j'ai passé des soirées, j'ai pas dormi de la nuit. Eh ben justement, dernière nuit blanche, Ouais. la dernière. La dernière nuit blanche, c'était quand j'ai... oui. En fait, je sais pas si c'est ma nature, mais il m'arrive dans la nuit de penser à des discours. Si tu dois préparer un discours, et je l'écris dans ma tête. Et je me souviens pour mes parents qui maintenant sont partis malheureusement, mais fêtaient de mémoire 50 ans de mariage, et j'avais écrit tout le discours dans ma tête. Et le petit matin, je dis il faut que je l'écrive parce que ça. T'avais pas oublié? Ouais. Non, j'avais pas oublié. Non, parce que des fois, c'est un peu frustrant. Oui, c'est vrai. Mais c'est étonnant. Et quand tu as vraiment quelque chose. Et depuis, parfois, tu es amené à faire des discours. On m'en écrit, bien sûr. Mais parfois, tu veux mettre ta patte et ça vient tout seul. C'est étonnant. Hein, c'est étonnant. Donc après, évidemment, il faut le mettre sur papier. Qu'est-ce qui fait un bon discours? Qu'est-ce qu'il faut un bon discours? De la sincérité. Je dis toujours, il faut parler avec ton cœur. Faut pas, encore une fois, c'est pas béni oui, hein, c'est pas. Mais il faut que tu montes ta sincérité. Il faut pas juste des mots, même bien écrits. Ouais. Il faut y mettre de soi. Exactement. Et il faut pas que ce soit du théâtre, sinon les gens le ressentent et ça passe pas. Idéalement une touche d'humour, bien évidemment, pas trop long. Moi, j'ai horreur des discours trop longs. Essayer de passer les messages. Et d'ailleurs, les mails, hein, quand on m'envoie des mails, j'ai dit écoutez des bullet points. Le mail où on veut montrer à quel point on connaît le sujet. Je dis ça sert à rien, parce que plus on monte, plus on est idiot. On doit maîtriser tous les sujets, mais on ne maîtrise jamais à 100% tous les sujets. Donc, pas trop long, de l'humour et de la sincérité. Premier travestissement. Je me suis senti mal à l'aise. On n'est pas... Ouais. On n'est pas ce qu'on est profondément. C'est peut-être des premières soirées. Donc, j'étais un milieu modeste, je l'invitais à des soirées de rallye, les fameuses soirées de rallye. Et toi, je me souviens... J'avais une paire T'as de quand cheveux. même été invité. Oui, j'étais invité. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, quand tu fais des études, tu as des copains qui ont fait des études, Ouais. et tu te sens, tu es invité, toi, tu es un milieu modeste, et ils ont tous des jolies propriétés, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et donc, je me souviens de ces premières soirées, je me dis, mais j'en fais partie, mais je suis pas de leur milieu, je n'avais pas complètement les codes. Et il y a des moments où, parce que tu as les amis, puis tu as l'environnement, des moments où tu l'as fait ressentir que tu n'étais pas de là. Non, jamais. Jamais. On aurait pu penser. Non, mais on aurait... En fait, je pense souvent l'expression de... Je crois que le roi Charles, on lui a posé la question, mais comment vous avez appris votre éducation? Il dit, en regardant mes parents. Et ben moi, c'est en regardant les parents de ses amis. Et donc, en fait, non. Et j'arrivais à rester discret. Et non, jamais. Ouais, ça... Je ne crois pas que je vais chercher exprès. Non, mais je suis curieux de comprendre qu'est-ce qui provoque là, ça chez toi quand tu repenses à ces moments-là. C'est encore une fois ce purée, on vient de nulle part. C'est encore ça ou c'est ça, et puis c'est te dire, tu dois un peu, comment dire, tu es là, mais tu t'en fais pas complètement. Tu as l'impression d'être un peu l'imposteur. Et puis tu dis, mais il n'y a pas aucune raison que je sois un imposteur. Et tu dois... Tu sais, c'est plus à l'aise de dire, tiens, je te présente mon père, je te présente ma mère, on a fait ça. Et quand toi, tu dois présenter tes parents... c'est toujours plus délicat. Et en fait, c'est idiot. Parce qu'avec du recul, tu dis, mais t'as pas à avoir honte. Ouais. Et puis s'ils jugent, ouais, et puis ça c'est que c'est pas les... Ouais, exactement. Mais tu sais comme moi que les gens jugent beaucoup, donc il y a ça aussi. Mais c'est pour ça que je te demandais si on te l'avait fait ressentir. Non, parce que j'ai même eu je me souviens de la mère d'un ami qui m'a dit heureusement qu'il vous a parce qu'il fait des études avec vous. C'est sympa. On va se quitter sur ton choix Sista. Tu le sais, 40 nuances de Next, ça a été créé au départ autour du Next 40. Maintenant que la tech est partout et que en fait on a juste envie de recevoir plein d'entrepreneurs leaders et challengers de leur marché, c'est plus que le Next 40. Néanmoins, au lancement, le Next 40 c'était une femme qui était d'ailleurs notre première invitée, Julia Bijawi de Frishti. Et on s'est dit comment on féminise à notre manière ce format, comment on donne des rôles modèles d'entrepreneurs femmes, puisqu'il en faut. Bien sûr.
Et on a lancé cette rubrique Sista en clin d'œil au collectif du même nom. Et donc chaque fois qu'on a un invité homme, on lui demande de nous proposer une femme entrepreneur qu'il admire et pour plein de bonnes raisons et qui mériterait sa place à ce micro. Une personne qui vient à l'esprit qui s'appelle Hélène Huby et qui est une personne qui a créé Exploration Company. Il suffit de regarder, c'est assez bluffant ce qui est fait. La montée en puissance de la société, la market cap aussi, mais ça montre que la société a du potentiel et qui envoie des capsules, des satellites et des micros. Je dis, c'est incroyable d'avoir réussi à créer cette société. Bon, il faut déjà avoir la tête bien faite, à réussir à obtenir des fonds, à concurrencer, et je pense que c'est une société dont on entendra beaucoup parler. Je pense qu'elle mérite vraiment de passer à ce micro. Je ne sais pas si elle sera disponible parce qu'elle est très prise. Mais on va compter sur un mail de mise en relation de ta part, c'est toujours plus rapide. Je te propose de lui poser une question en t'adressant directement à elle, un peu à l'image des questions surprises que tu as pu avoir tout à l'heure. Soit qui nous permet de creuser un sujet où tu n'as jamais eu la réponse et que tu te questionnes, soit parce que tu sais quelque chose d'elle qui mérite d'être révélé là, qui n'est pas spontanément partagé. Je dirais, Hélène, pourquoi cette passion pour l'espace, qui avait déjà un fonds qui avait été créé au préalable, pourquoi l'espace qui est, je pense, l'avenir, mais bon, ça tarde à venir, si je puis dire. Donc, pourquoi cette passion pour l'espace ? Alors, revenu sur Terre, moi je me rappelle de Jacques-Antoine Granjon qui disait, en parlant plutôt de bureau, l'espace crée l'ambition. C'est une belle conclusion. Un immense merci d'être venu à ce micro, Laurent. Je suis très touché que tu aies partagé autant. Je ne sais pas si tu t'attendais à... Non. Mais c'est précieux. Alors, merci à toi et merci à vous d'être encore là. Si vous avez des questions que vous vouliez poser à Laurent et que vraiment j'ai pas posé parce qu'on était contraint par le temps, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci à tous. Merci Thomas. Merci. Feuille blanche. 40 nuances de Next.